Louis Dauphren. Bonjour et bienvenue, nous sommes le mardi 4 février. Hollande a-t-il sacrifié sa famille? C'est la question que l'on va se poser ce matin au lendemain de la décision qui a été prise d'ajourner le projet de loi famille, qu'il avait déjà été une première fois, et puis il y a toutes les questions qui se posent naturellement sur les intentions du gouvernement, et puis sur l'interprétation de ce geste, dont on va parler précisément avec un membre de l'UMP qui est avec nous ce matin, et qui s'appelle Yannick Moreau. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Merci d'être des nôtres pour commenter cette décision. On a jusqu'à peu près 8h30 pour en parler, et puis parler bien sûr de toutes les implications, toutes les conséquences de ce choix du gouvernement. Vous parlez vous-même de belles victoires à retardement de la mobilisation populaire calme et pacifique. Je vous présente en deux mots. Vous êtes juriste de formation, vous avez fait l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, c'est en Vendée. Vous êtes député de la Vendée littorale, membre de l'entente parlementaire pour la famille, l'un des secrétaires nationaux de l'UMP. Alors il faut comprendre qu'il y a plusieurs dizaines, ça ne diminue en rien votre mérite, mais c'est une sorte de comité central de l'UMP, les secrétaires nationaux de l'UMP. Vous voyez toutes les semaines pour faire le point sur la politique du parti de la droite conservatrice au Parlement. Vous êtes en quelque sorte un Villiers boy, c'est ainsi qu'on peut vous présenter, 38 ans, marié, père de 2 enfants. Ça va? C'est tout à fait J'ai ça. à peu près tout dit. Ouais. Et élu de fraîche date, 2012, donc vous avez encore toutes vos illusions, c'est ce que vous dites. Et maire depuis 2008 de la commune d'Olonne-sur-Mer, juste à côté des Sables d'Olonne. Maire MAIRE? Oui. Ah oui, parce que là vous me faisiez peur tout d'un coup, je me disais... Le genre est partout. La loi évolue et le genre est partout, mais quand même. Alors, comment appréciez-vous cette décision du gouvernement? S'agit-il d'un revirement, comme ça a été dit? On a même un titre de presse, la loi famille enterrée. Ce n'est pas un peu excessif? Non, moi je crois d'abord qu'il faut se réjouir, il faut pas bouder son plaisir. Il y a eu des millions de familles qui se sont associées, soit physiquement lors des manifestations, ou par la pensée au mouvement de la Manif pour tous depuis des mois. Et c'est votre cas? Et c'est mon cas, j'ai participé évidemment à toutes les manifestations au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Et ces manifestations ont porté leurs fruits. Elles ont porté leurs fruits à retardement parce que l'année dernière, le président Hollande n'avait pas voulu entendre les familles françaises. Mais cette fois-ci, à l'orée des municipales, dans un contexte particulier, après une visite au pape François, finalement, le gouvernement... Vous faites le lien? Moi, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je constate un effet quasi immédiat. Et d'ailleurs, j'invite le président Hollande à retourner voir le pape François dans le courant de l'année 2014, parce que manifestement, c'est bénéfique pour la France. Et donc, voilà, on a une mobilisation pacifique, populaire, familiale, déterminée, qui a porté ses fruits. Et dimanche, dans le cortège, sous le soleil de Paris, on a vu des sourires, de la joie, de l'enthousiasme pour défendre la famille. J'y étais aux côtés de Jean-Christophe Romantin, de Philippe Gosselin, de Claude Goasguen, en tête de cortège pour... Henri Guénaud, vous l'avez oublié aussi. Henri Guénaud, oui, mais Henri Guénaud qui n'a pas voulu manifester, lui. Il est juste venu apporter un soutien. Et donc, il est venu nous saluer, on est très content de l'avoir entreaperçu. Mais ça n'était pas vraiment une manifestation, en tout cas, c'était une démarche plus individuelle que collective. Il n'est pas de la famille? Non, mais il était dans une démarche individuelle, pas collective. J'aime beaucoup Henri, mais j'eus préféré qu'il soit derrière la banderole avec nous. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Combien étiez-vous de l'UMP derrière la banderole? C'est une bonne question. Je regardais devant et pas derrière, donc je saurais pas vous répondre. Regardez à côté, remarquez. J'aurais préféré que nous soyons plus nombreux, évidemment. Mais vous savez, il y a les élections municipales. C'est important aussi que les députés s'engagent localement dans leur circonscription, dans les territoires de France, pour faire émerger des élus, des candidats, des maires qui défendront la famille. Mais alors, vous ne m'avez pas répondu sur l'idée de savoir si c'est un revirement, un repli tactique. L'attitude du gouvernement, en fait, c'est vraiment une victoire de la Manif pour tous, ou c'est un repli tactique pour éviter de diviser la gauche? C'est vraiment une victoire de la Manif pour tous, mais il faut pas être dupe. C'est un recul, ça n'est pas un renoncement. Et donc nous avons tous, élus, collectifs associatifs, familles de France, à être particulièrement vigilants sur la suite. On nous annonce un moratoire de la loi sur la famille en 2014, mais si c'est un moratoire en 2014, quid en 2015, en 2016? Ah, 2014, c'est demain de toute façon pour un projet de loi de cette nature-là.
C'est un report de 6 mois ou de 8 mois, c'est dérisoire. Avec les socialistes, vous savez, le pire est toujours sûr. Et donc, je crains que le sujet ne revienne sur la table du Parlement, en 2015. Et puis, vous savez, tous les problèmes ne sont pas réglés. On va échapper en 2014 à la PMA, mais en 2015, le débat va s'ouvrir. On a toujours des problèmes avec la théorie du genre, dont on nous dit n'importe quoi sur la théorie du genre. En réalité, il y a toujours 600 écoles qui sont confrontées à cette expérimentation de la BCD égalité. On a toujours un problème avec la GPA, parce qu'alors que la Cour de cassation refuse les effets de la GPA en France, la circulaire Taubira, Madame Taubira, ma ministre préférée, elle... Là, vous ironisez. Hein. Oui, parce que... Non, mais je dis cela parce que c'est la radio, c'est compliqué à la radio. Oui, parfois, pardon, on ne sait pas si on ironise ou pas, alors. Oui, parce que Madame Taubira est un adversaire politique de premier choix. C'est-à-dire que, d'abord, elle est douée. Et elle réussit à enfumer. Vous ironisiez aussi là ou pas? Non, elle est douée. Non, elle est vraiment douée. Elle est vraiment douée, sauf qu'elle a un corpus idéologique qui n'est pas du tout le mien. Et je crois que son action est très néfaste à notre pays. Et donc, Madame Taubira a pris une circulaire qui est toujours en vigueur et dans laquelle elle demande aux juridictions de reconnaître l'existence en droit français de conventions de mères porteuses conclues à l'étranger. Donc ça, vous voyez, ça c'est le concret, c'est présent. Et donc ces problèmes-là ne sont pas réglés. Et c'est déjà un pied dans la porte. Et c'est déjà évidemment une future disposition. D'une future disposition. Donc nous avons tous à être particulièrement vigilants sur ces points parce que le sujet est loin d'être clos. Yannick Moreau, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça se passe dans une réunion de l'UMP, de responsables de l'UMP, quand on parle de ces questions-là. Quelle est la nature des propos qui vous reviennent? Alors il y a un organe qui est particulièrement efficace et présent sur ces sujets-là, c'est l'entente parlementaire pour la famille, qui réunit près de 200 parlementaires et qui bosse et qui travaille au contact de la Manif pour tous, mais des autres aussi, sur tous ces sujets-là, et qui porte une parole singulière. La grande majorité de ces 200 parlementaires sont des parlementaires issus de l'UMP. Maintenant, au niveau de l'UMP en tant que tel, c'est vrai que nous avons du travail à faire, mais je crois que le succès... Et qu'est-ce que ça veut dire du travail à faire? Je crois que moi, si j'ai rejoint l'UMP en juin 2013, parce que j'ai été élu divers droite, je n'étais pas élu sous l'étiquette UMP. Si j'ai rejoint l'UMP en juin 2013, c'est parce que j'ai constaté qu'au moment du débat sur l'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe, l'UMP n'avait pas une position qui me satisfaisait, n'avait pas une position claire. Et donc j'avais deux choix, moi qui étais un député non inscrit à l'Assemblée, soit je restais à l'extérieur de ce parti de gouvernement, appelé un jour à reprendre les commandes du pays, et je commentais en distribuant les bons points et les mauvais points de ce parti sur les sujets qui sont pour moi fondamentaux, comme la famille. Soit j'acceptais de rejoindre ce parti en essayant à l'intérieur de peser pour que l'UMP porte une voix. Mais cette stratégie-là, ça n'a jamais marché. Hein. Mais ne me découragez pas. Les manifestations avant hier, elles n'avaient jamais marché non plus. Et hier, elles ont fonctionné. Non, parce que l'un des arguments, Yannick Moreau, c'est quand même que ceux qui regardent les choses de près, on posera la question d'ailleurs dans un instant à Patrice André, ancien magistrat et avocat, c'est que les questions de genre à l'école, c'est Luc Châtel, c'est l'UMP sous Nicolas Sarkozy, ce n'est pas François Hollande. Oui. Donc l'influence que peut avoir une frange de l'UMP sur la décision qui est prise finalement à l'arrivée, s'est révélée dans l'histoire relativement faible. Mais si vous désespérez de la politique, vous désespérez tout court. C'est-à-dire que la politique se fait avec les partis existants. Et le changement de nos institutions, du septennat au quinquennat, a présidentialisé le régime et a donné une force supplémentaire à un grand parti de la droite, un grand parti de la gauche. C'est ainsi. Donc soit on le regrette, soit on en tire parti, on en tire des conclusions. Et donc en l'occurrence... Alors justement, tir parti, on parlera tout à l'heure du Tea Party, pour voir ce que vous en pensez aussi à l'américaine. En l'occurrence, l'UMP est un ensemble, un conglomérat de sensibilités. Moi, à l'UMP, je ne suis pas un lambda, je suis membre d'un mouvement qui s'appelle la droite forte. La droite forte, c'est le mouvement conduit par Guillaume Pelletier, qui a pour but justement de faire peser l'UMP à droite
et qui a pour but de faire en sorte que la droite ne soit pas seulement courageuse dans l'opposition, par le verbe, mais qu'elle le soit aussi dans l'action quand elle est aux responsabilités. Quelles sont ces victoires? La victoire de la droite forte, c'est d'abord d'être le premier mouvement du parti. C'est déjà une première victoire. Avec la motion. Exactement. De Guillaume Peltier. Mais ça n'est pas tout à fait indifférent. Et ce sera utile pour la suite. Maintenant, il reste des victoires à conquérir, notamment la victoire des idées sur des sujets fondamentaux pour moi et pour de nombreux députés. Il faut pas se voiler la face. De nombreux députés sur des sujets fondamentaux comme la famille, comme la vie, etc., etc. Et donc moi, ce que je crois, c'est que ou bien on est à l'extérieur d'un parti, on commente, ou bien on est à l'intérieur et qu'on essaye, de basculer et de faire basculer le parti vers la défense de nos valeurs. Voilà. Alors Yannick Moreau est avec nous jusqu'à 8h30, secrétaire national de l'UMP, député de la Vendée littorale. Je rappelle rapidement votre cursus, 38 ans, juriste marié, père de 2 enfants. Villiers-Boy, comme je le disais tout à l'heure, mais vous acceptez cette appellation. Patrice André, normalement, est avec nous pour justement commenter certains aspects de la politique actuelle. Bonjour Patrice André. Oui, bonjour. Vous êtes ancien magistrat, avocat, et vous êtes présent sur quantité de sujets liés au gender, à la théorie du genre, en particulier sur les questions juridiques que vous suivez de près. Est-ce que vous pouvez d'abord, est-ce que vous avez un jugement sur ce qui vient de se produire sur le revirement tactique du gouvernement? Oui, tout à fait. Bon, évidemment, on ne peut que saluer ce revirement tactique et l'abandon provisoire, au moins pour quelques mois, de ce projet. En tant qu'il allait certainement, bien sûr, comme ça a été relevé par beaucoup de commentateurs, incorporer la GPA et la PMA. Et je voudrais dire que j'ai peur que ce soit un piège également, et que le piège soit d'une certaine façon déjà refermé. Je m'explique. On est dans un système de NEP, vous savez, la manière de Lénine, c'est-à-dire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et puis lorsqu'on voit que la résistance est trop dure, temporairement, on prend des mesures pour faire croire qu'on s'est retiré, avant de revenir de plus belle. Et en fait, ce qui me frappe dans cette affaire, et c'est une crainte que j'exposais déjà depuis des mois, c'est qu'à force de mettre l'accent uniquement sur le problème de la filiation, c'est-à-dire sur les conséquences en matière d'adoption et de filiation de la loi Taubira, on oublie que la loi Taubira en elle-même est déjà l'expression d'une adhésion à l'idéologie du genre, notamment quand on se reporte à l'ensemble des commentaires de ceux qui prenaient cette loi, et aujourd'hui, concrètement, le risque est que les gens qui suivent la manif pour tous se retrouvent un petit peu désemparés, parce que dès lors que les projets PMA, GPA auraient été officiellement retirés pour une durée, sans doute, encore une fois, de quelques mois, mais en tout cas retirés pour l'instant, ils pourraient avoir l'impression que le combat a été gagné et qu'il n'y a plus de raison de continuer. C'est ça, le curseur est déjà trop loin pour vous. D'une certaine façon, si vous voulez, on a oublié depuis quelques mois que le problème n'était pas seulement la filiation, que la filiation, l'adoption c'était une conséquence, mais que l'adoption du projet de loi Taubira et donc le don de la possibilité de se marier aux personnes de même sexe, compte tenu d'ailleurs de la conception du mariage qu'avaient les personnes qui le revendiquaient, c'est déjà l'entrée dans l'idéologie du genre, c'est déjà une manière d'admettre cette idéologie. Alors, à votre avis, comment faudrait-il reposer le débat dans ce cas ? Tout simplement, je crois qu'il faut remonter, et là la question est directement posée à l'UMP notamment, on peut évidemment se désoler qu'il y ait eu beaucoup moins de monde de l'UMP à la manifestation d'hier que précédemment, parce qu'on sait que beaucoup de députés à l'UMP ont admis la loi et sont décidés à ne plus la remettre en cause. Je le regrette, mais quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour la Manif pour tous, Hervé Mariton, et qui a été courageux à cet égard, n'hésite pas dans Droit au cœur, le mouvement qu'il a fondé, qui est proche d'ailleurs sur ce plan-là de la droite forte, à dire qu'il ne sera pas question d'abroger la loi en tant qu'elle donne le mariage aux personnes de même sexe, mais que c'est uniquement les questions de filiation qui seront remises en cause. Patrice André, on va poser la question à Yannick Moreau, puisque vous mettez le sujet sur le tapis précisément. On a d'ailleurs posé à Face aux Chrétiens la question à Éric Woerth aussi. On pourrait multiplier ce type de questions aux membres de l'UMP et chaque fois d'ailleurs on peut avoir des appréciations assez différentes. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce qu'il faut abroger la loi Taubira une fois que l'UMP, là je prophétise quelque peu, sera revenu au pouvoir? C'est du moins vos espoirs. C'est mon espoir. J'ai peu de chance d'être le président de l'UMP à cette époque-là ou le président de la République, donc la décision ne m'appartiendra pas complètement. Et moi je milite pour que non seulement l'UMP revienne sur cette loi, l'abroge et en vote une nouvelle. Et j'ai défendu et je défendrai sur le sujet du mariage le référendum. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de donner la parole aux Français. Je crois que nos gouvernants ont depuis trop longtemps
oublié de donner la parole aux Français. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'aurais préféré avoir un référendum. Et moi, je militerais pour un référendum après les élections nationales de 2017. D'accord, donc abrogation plus référendum. Patrice André? Oui, alors ça c'est un problème fondamental, mais je crois que là l'UMP ne mesure pas ce qu'elle a fait en adoptant le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne donne une suprématie au droit européen, y compris sur la Constitution française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une modification de la Constitution française, y compris par voie de référendum, serait écartée par les juges, aussi bien nationaux d'ailleurs appliquant le droit européen que les juges européens de la Cour de justice de l'Union européenne, en tant que impossible à opposer à un texte de droit européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ayant signé le traité de Lisbonne, en ayant fait tout pour que ce traité soit adopté sous la présidence de M. Sarkozy, l'UMP s'est mise dans une position qui est absolument intenable, parce qu'elle dit, et les gens la croient, qu'avec un référendum, on va pouvoir résoudre cette question, mais ce n'est pas vrai. Mais alors, expliquez-moi, pourquoi ne résoudrait-on pas la question là? Expliquez-moi vraiment précisément pourquoi le traité de Lisbonne empêche de résoudre la question posée par la loi Taubira. Alors, pour deux raisons. Sur la question du référendum, très concrètement, ce traité institue la suprématie du droit européen sur les constitutions nationales. C'est-à-dire que la constitution nationale n'est plus un obstacle. Déjà, la Cour de justice de l'Union européenne refusé qu'elle le fût. Mais aujourd'hui, c'est acté en droit interne, c'est acté dans un traité absolument clair. La Constitution nationale des États ne l'emporte plus sur le droit européen. Donc vous pouvez décider ce que vous voulez par le biais d'un référendum. Si le traité de Lisbonne reste en application tel qu'il a été voté, eh bien, cette Constitution sera écartée. Mais la loi Taubira n'a pas été votée à l'échelle européenne. Non, mais attention, vous avez actuellement dans le traité de Lisbonne deux choses. La réponse que je viens de vous faire, c'est que le fait de faire un référendum ne change rien si le droit européen n'est pas dans le sens de la protection du mariage homme-femme. Or, justement, c'est le deuxième point, c'est que le droit européen, désormais, a été complètement infiltré par l'idéologie de genre. Quand vous prenez la Charte des droits fondamentaux, c'est quand même incroyable. La Charte des droits fondamentaux, qui fait désormais partie intégrante du droit européen constitutionnel, entre guillemets, grâce au traité de Lisbonne, ou en raison du traité de Lisbonne, dit en toutes lettres qu'il n'y a pas de lien entre le fait de se marier et le fait d'être homme ou femme. Vous avez un article 9, qui dit de façon très claire, le droit de se marier est garanti, selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Mais ensuite, vous avez un article 21 qui vous dit, attention, il ne doit y avoir aucune discrimination entre les citoyens à raison de l'orientation sexuelle. Et dans le traité tel qu'il a été adopté, vous avez toute une série de dispositions qui fait de l'orientation sexuelle, qui est un concept typiquement d'idéologie de genre, qui ne s'explique que dans l'idéologie du genre, un élément fondamental en matière de discrimination. Et alors c'est d'autant plus frappant que si vous prenez les déclarations internationales, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, que la France a toujours refusé d'appliquer sur le territoire français, que vous preniez le pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques, et vous constatez que chaque fois, il était question de mariage avec prise en compte de l'âge nubile, c'est-à-dire que le mariage était autorisé à partir du moment où les personnes avaient l'âge nubile, c'est notamment l'article 16 de la Déclaration universelle. Alors Patrice André, on va poser la question à Yannick Moreau justement. Il y a une contradiction que vous soulignez entre la volonté de renvoyer la question devant la souveraineté nationale et le fait qu'on soit tributaire d'engagements européens. Yannick Moreau. J'aurais préféré que le traité de Lisbonne ne soit pas voté. Hein, évidemment, c'est pas ma tasse de thé. Mais ceci dit, la famille, on est dans le domaine de la subsidiarité. Et ça dépend des pays membres. Ça dépend pas de l'Union européenne. Alors c'est vrai que la Charte européenne des droits de l'homme, que la Cour européenne des droits de l'homme nous enfonce des banderilles dans le dos pour nous obliger progressivement à adopter une idéologie qui n'est pas la nôtre. Mais néanmoins, nous sommes acteurs de l'Europe. Et moi je crois que nous avons l'occasion, en mai prochain, de changer d'Europe, et que si nous ne le faisons pas, si nous ne saisissons pas ces occasions-là, eh bien, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, mais il ne faut pas abdiquer ni sa souveraineté, ni sa volonté de maîtriser son avenir. Mais on peut abroger la loi Taubira, donc. On peut abroger la loi Taubira. Et Patrice André, vous êtes d'accord? On peut abroger la loi Taubira? Alors, pas du tout. Apparemment, là, il y a une divergence. Non. Bien sûr, le traité de Lisbonne comporte d'autres dispositions qui déclarent que si les États ont la liberté initialement de choisir de ne pas donner le mariage aux personnes de même sexe, une fois que des pas ont été accomplis dans cette voie de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle, aucun retour en arrière n'est possible sans l'accord des autres États. Mais ce que l'Europe a fait, elle peut le défaire. Exact. Oui, ce que l'Europe a fait, mais il faut qu'elle le fasse dans une unanimité qui ne sera jamais obtenue. C'est-à-dire que c'est un système infernal qui a été mis en place, où à partir du moment où un État, sans s'en rendre compte, les citoyens, sans le savoir, parce qu'on ne leur dit pas, sont allés dans le sens d'une absence, entre guillemets, de discrimination en raison de l'orientation sexuelle, c'est considéré comme un progrès qui ne doit jamais être remis en cause. Parce que mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour voilà, faire sauter là, le la cliquet question est Yannick Moreau. Qu'est-ce que vous proposez, Patrice André, sur ce point de droit, là?
Eh bien, écoutez, moi, ce que je propose, c'est de dire, et là, c'est un point fondamental, et j'espère que le débat pourra le mettre en exergue dans les prochains mois, ce que je propose de dire, ce qu'il faut clamer d'ailleurs à l'ensemble des Français, c'est que le traité de Lisbonne, aujourd'hui, est appliqué. Nous allons voter en mars prochain pour des élections européennes sur la base d'un traité qui, en réalité, nous est imposé alors qu'il n'est jamais entré en vigueur. Ça vous paraît surprenant, mais tout le monde peut comprendre cette argumentation, elle est imparable sur le plan juridique, et en même temps, elle est facile à comprendre sur le plan général. Lorsque les États de l'Union européenne, en 2007, ont adopté le traité de Lisbonne, un seul État l'a refusé, parce que c'était le seul État où il fallait passer par le peuple, alors que les autres pouvaient passer par le Parlement. Et cet État, c'est l'Irlande. L'Irlande a refusé le traité. Donc on a négocié avec l'Irlande pendant 2 ans, et le 4 octobre 2009, c'est-à-dire 2 ans après, effectivement, l'Irlande a adopté à 56% par un nouveau référendum. Oui, mais alors attendez. Rapidement, Patrice André. Rapidement, et bien tout simplement, le texte qui a été adopté par l'Irlande n'est pas du tout le même que celui que nous avons adopté. Sur 3 points fondamentaux, la participation d'un représentant à la Commission européenne, C'est ça. la politique fiscale. Donc et il y a eu des politique de concessions. défense. Il y a eu des C'est pas concessions. des concessions. Sur le plan juridique, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le traité adopté par l'Irlande n'est pas le même que celui que nous avions adopté, il fallait que tous les États ratifient ce nouveau texte. Ils ne l'ont jamais fait. Nous appliquons donc aujourd'hui un traité qui n'a jamais été voté dans les mêmes mais termes. vous par l'ensemble décrivez des États. parfaitement le mur, mais ni le moyen de le déconstruire, ni le moyen de le contourner. En tout cas, Et il faut faire des recours de façon à ce que les juges soient obligés de constater qu'au regard du droit international le plus absolu, le traité de Lisbonne n'est jamais entré Il en faut vigueur que et qu'il nous nous est imposé ayons, par la force. il faut que Merci. nous imposions une Europe plus démocratique, que nous changions d'Europe, et c'est le sujet des européennes qui se présentent au mai prochain. merci Patrice André d'avoir été avec nous ce matin, ancien magistrat, avocat, sur cette question liée au traité de Lisbonne et le fait complexe quand même du point de vue juridique de savoir comment les législations nationales sur les questions de mœurs peuvent s'articuler aux dispositions, aux engagements européens pris en particulier à l'aune du traité de Lisbonne. Yannick Moreau, député UMP, la Vendée littorale, c'est son territoire, membre de l'entente parlementaire pour la famille, secrétaire national de l'UMP, tendance droite forte, Yannick Moreau. Alors précisément, comment, c'est une question, on a abordé beaucoup de sujets jusqu'à présent liés au revirement du gouvernement. Vous dites dans votre communiqué, c'est à nous de proposer une autre loi famille qui prenne en compte les aspirations des millions de Français mobilisés depuis des mois. Qu'est-ce que vous proposeriez précisément, Yannick Moreau? De remettre la famille au cœur du projet d'avenir de notre pays. La famille est une valeur essentielle de notre société. La famille est une espérance pour la France. Et nous avons besoin de faire une contre-proposition que nous porterons au Parlement et qui s'appuiera sur les assises de la famille de la Manif pour tous. Mais le nous, c'est qui? C'est la droite forte ou c'est l'UMP? C'est l'entente parlementaire pour la famille et c'est les députés de l'UMP, et à nous de convaincre l'ensemble de notre parti de se positionner sur un sujet aussi essentiel que celui-là pour l'avenir. Est-ce que vous me permettez de réagir sur le genre, parce que l'éditorialiste a eu des propos très justes que je partage, mais on est dans une sorte de fausse schizophrénie. En réalité, le courant de fond du Parti socialiste est favorable au genre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le PS est pour. Naja Vallaud-Belgacem, la porte-parole du gouvernement, était favorable avant d'entrer au gouvernement. Vous dites Elle Naja depuis... parce que ça fait penser à un serpent? Non. Non, je dis Naja parce que c'est son nom. Oui, Najat, généralement. Oui, bon. mais voilà, mais je prononce pas les... Je pensais que vous ironisiez encore, mais... Je parle en français. Et donc, elle a toujours été pour. Le PS est pour. La présidente des jeunes socialistes a affirmé le 1er février, oui, le genre ça existe et nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux. Voilà. Au moment où le gouvernement essaye, pour calmer les jeux, mais provisoirement seulement, personne n'est dupe, de dire que les combats de la Manif pour tous sont imaginaires et que le genre ça n'existe pas. Évidemment, c'est un sujet d'actualité. Nous avons 600 expérimentations dans les écoles. Nous ne voulons pas de cette théorie mortifère pour l'éducation de nos enfants. Il y a des écoles On est loin de la qui lumière. enseignent le genre? Je n'ai pas réussi à le savoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça transpire dans les méthodes de l'éducation nationale et des syndicats d'enseignants. Donc on est loin de la rumeur. On est dans l'existence d'une réalité pour au moins 600 de nos écoles et sur un discours ambiant des syndicalistes enseignants. Alors le sujet n'est pas vraiment symétrique, mais quand même, le projet de loi égalité homme-femme, partage du congé parental, bon ça on peut en discuter, mais surtout les amendements sur l'avortement, suppression de la détresse, délit d'entrave à l'IVG accentué, 24 voix contre à l'UMP. Alors, 24. Je dirais un mot de l'IVG, mais sur le congé parental, il faut pas occulter la difficulté. Dans ce projet de loi qui est passé contre le vote de certains députés UMP et le mien notamment, l'État se substitue aux familles pour décider ce qui est bon pour eux. C'est pas possible.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas à l'État d'imposer que l'époux ou l'épouse continue un congé maternité ou paternité. C'est une conception de la famille qui est vraiment, alors là, pour le coup, vraiment archaïque. C'est pas à l'État. Il faut laisser la liberté aux familles de concevoir leur avenir. Sur l'IVG, moi je regrette vraiment ce qui s'est passé. La disparition de la notion de détresse dans la loi Veil est une erreur fondamentale. J'ai voté évidemment contre sur ce point-là. C'est une erreur fondamentale, pourquoi ? Parce que notre droit faisait de la protection de la vie dès son commencement, c'est l'article 16 du Code civil, le principe. Et l'exception, dans la loi Veil, c'était la notion de détresse. En supprimant la notion de détresse, on crée un droit à l'avortement, et ce droit à l'avortement, il n'a pas de sens. Et donc, effectivement, nous n'étions pas très nombreux à voter, mais nous étions quand même là pour porter une parole différente. Et on a essayé d'éviter, et on a porté une parole différente en essayant d'éviter la banalisation, en essayant de promouvoir la vie, parce que finalement, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de rappeler qu'un embryon de 3 mois est un être humain, est une vie que le législateur a vocation à protéger. Et les lois qui nous régissent aujourd'hui et qui nous harcèlent sur ces points-là vont dans un sens qui est un sens mortifère et qui promeut les droits au devoir de respecter la vie. Yannick Moreau, on vous écoute et je suis persuadé qu'une partie de notre public écoute votre discours précisément, mais comment ça se passe ? Je vous posais la question tout à l'heure de savoir comment ça se passait lorsque vous étiez assis à un conseil de l'UMP, je ne sais pas, par exemple à côté de Roselyne Bachelot. Ça fait longtemps qu'on la voit plus. Oui, mais vous êtes à côté d'elle sur la photo. Ah non. Oui, mais forcément, vous êtes à côté d'elle sur la photo. Or, elle tient un discours qui, si on prenait point par point ce que vous avez dit, serait quasiment inverse. Oui, mais là, comment pouvez-vous appartenir à la même formation politique qu'elle ? Par exemple, je dis Roselyne Bachelot, c'est la première qui me vient à l'esprit. La politique, ce ne sont pas que des discours, ce sont des actes. Et moi, si je me suis engagé en politique, c'est pour peser. C'est pour poser des actes et porter la parole de ceux qui ne l'ont pas sur ces sujets-là. Et donc, je considère que mon rôle à moi, avec la droite forte, c'est de porter des valeurs que l'UMP ne défend pas suffisamment. Et donc, c'est de faire peser à l'intérieur de l'UMP pour faire venir l'UMP sur nos valeurs et sur nos convictions fondamentales. Donc, ça veut dire qu'un parti politique aujourd'hui, parce qu'on va avoir une réflexion un peu institutionnelle avec Évelyne Josselin dans un instant, un parti politique aujourd'hui, c'est en fait comme une salle de marché où on vient défendre un point de vue et il y a une décision qui se dégage de l'ensemble de ces tensions. C'est ça un parti politique aujourd'hui ? Un parti politique, c'est un jeu de rapports de force. Et donc l'UMP, c'est un conglomérat de sensibilités qui vont du centre à la droite et à la droite de la droite. Et donc il faut, à l'intérieur d'un appareil donné, peser suffisamment pour faire valoir et faire primer ses idées et ses convictions. C'est le sens de la droite forte. Et donc, en réalité, on peut regretter que ce soit comme ça. Mais les institutions de la Ve République ont créé un régime présidentiel qui était un régime sain, S-A-I-N, un régime efficace sur le plan institutionnel. La réforme constitutionnelle qui a fait passer le septennat au quinquennat a davantage encore présidentialisé le régime et a donné encore davantage de poids aux partis de gouvernement de gauche et de droite. Et donc on arrive à un système de bipartisme avec un parti de gouvernement de gauche, un parti de gouvernement de droite. Et qui sont chacun attrape-tout. Et qui sont chacun attrape-tout. Mais ce sont les règles du jeu. Alors soit on les refuse et on est anarchiste, et dans ce cas-là, on fait pas de politique mais on subit. Mais on a l'impression aujourd'hui... Soit on devient acteur et on essaye de peser à l'intérieur pour que le parti de gouvernement... Ouais, je comprends votre stratégie, mais on a l'impression, si vous voulez, que les choses, mais c'est une réflexion qui ne concerne pas que l'UMP, que les partis sont devenus un petit peu comme des grossistes qui, toi t'es pro-gay, tiens j'ai un député pro-gay, toi t'es pro-cato, tiens je te sors un député pro-cato, qui font un petit peu du coup par coup. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, je vais prendre une comparaison stupide, mais c'est un peu comme si à l'époque du parti communiste flamboyant, vous aviez quelqu'un qui disait, un haut dirigeant du PC qui disait, écoutez moi je suis pour l'ordre bourgeois, je suis contre la lutte des classes, et puis mais bon, c'est l'une des sensibilités du Parti communiste et finalement, chacun peut penser ce qu'il veut à l'intérieur des cadres. Personne n'aurait compris ce discours-là à l'époque. Oui, mais... vous voyez, attendez, vous n'êtes pas en accord sur l'essentiel, donc vous n'appartenez pas. Ne désespérons pas.
Je vous disais, la vie d'un parti politique, c'est une question de rapport de force. Et moi, quand je vois le mouvement qui s'est levé depuis un an, les jeunes de toutes conditions, de tout milieu social, qui ont défilé pour défendre la famille, pour défendre des valeurs essentielles et fondamentales pour notre pays. Quand je vois ce mouvement qui se lève et qui finit par porter un fruit le 3 février 2014, il ne faut pas désespérer. Et comme on est dans un rapport de force, il faut entrer dans l'espérance et encourager nos compatriotes, les Vendéens, les Français, à s'engager en politique, à faire le choix d'élus qui défendront la famille et qui, au sein des appareils, au niveau de circonscription, au niveau des départements, au niveau du pays, porteront nos valeurs. C'est tout le sens de l'engagement. Soit on est à l'extérieur et on commente et on dit ils sont nuls, ils sont pas bons, ils défendent pas nos convictions, soit on s'engage soi-même, là où on vit, dans sa famille, dans son quartier, dans son association, dans sa commune, et on fait le choix. On aura l'occasion de le faire aux municipales en mars prochain, aux européennes en mai prochain. On fait le choix d'élus qui portent les valeurs de la famille, les valeurs de l'espérance. Alors, Yannick Moreau est avec nous ce matin. On est en ligne. Yannick Moreau, secrétaire national de l'UMP, député de la Vendée littorale, membre de l'entente parlementaire pour la famille. On est en ligne avec Evelyne Josselin. Bonjour Evelyne Josselin. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Vous avez publié Tea Party, l'Amérique à la reconquête de ses libertés aux éditions Jean Picolec. Et si on parle du Tea Party, c'est parce que Manuel Valls, dans une interview au Journal du Dimanche, a évoqué cette idée d'un Tea Party à la française, en la fustigeant bien sûr, en faisant allusion à une frange ultra-conservatrice qui échapperait en quelque sorte au cadre. Nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre si la Manif pour tous est une forme de mouvement contestataire qui n'entre pas dans le cadre du système, qui échappe au cadre bien défini de la gauche et de la droite. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Moi, ce que j'ai analysé surtout, j'ai vu que Manuel Valls avait l'air de répondre point par point à un article que j'ai commis pour les 4 vérités le soir même du jour de la colère. Et j'ai aussi vu hier soir à la télévision, exceptionnellement, j'ai regardé une chaîne française, tout à fait par hasard, je suis tombée sur un débat sur la journée d'hier. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que les socialistes au pouvoir d'aujourd'hui font une différence très nette entre la journée de la colère de la semaine passée et puis la manif pour tous hier. Il y aurait des manifestants respectables et puis d'autres qui seraient absolument antidémocratiques, des extrémistes qu'on pourrait apparenter aux extrémistes du Tea Party américain, parce que c'est comme ça qu'ils les voient alors qu'ils n'en connaissent rien. Mmh. Et donc, on voit tout de suite. Alors, on voit laquelle des deux manifestations fait le plus mal. Celle d'hier ne les dérange pas trop, parce qu'elle ne les remet pas véritablement en question. Alors moi, je suis de toute façon pour toutes les manifestations contre ce pouvoir autoritaire, mais je pense que les Français doivent tous s'unir, Tea Party ou pas, peu importe l'étiquette. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que je crois que seule la gauche comprend, et pour cause, c'est que les protestataires en France n'ont pas de vision globale, n'ont pas de vision d'ensemble de ce qui leur arrive. Moi, je vois, par le biais donc justement de mon étude des États-Unis, que c'est la suite logique d'une guerre culturelle que la gauche a livrée aux sociétés bourgeoises, aux sociétés ordinaires, depuis plus de 4 décennies. Tout ça fait partie d'un plan qu'elle appelle progressiste. Attention, elle se part toujours de noms flatteurs, et en fait, c'est un agenda de destruction des sociétés traditionnelles. Et comme l'a très bien dit un de vos deux intervenants, nous, Français, nous sommes infligés la double peine, en quelque sorte, puisque nous sommes à la fois soumis au pouvoir autoritaire socialiste de l'équipe en place aujourd'hui, et en même temps, double jour, nous subissons aussi une Union européenne qui, tout de même, se singularise par son autoritarisme, son caractère vraiment socialiste, et donc la solution, effectivement, c'est d'échapper à ce double poids, à ce double fardeau. Alors, c'est très difficile, mais ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est que journée de colère ou manifestation ou pas, il faut prendre exemple sur la journée de dimanche 2 février, parce que là, le service d'ordre était impeccable. La manifestation d'avant était tout aussi légitime, et elle était, à mon avis, plus proche d'un Tea Party, parce que c'était toute plus colère attrape-tout, confondue. Du coup.
et ça c'est très important, les gens doivent bien comprendre que ce pourquoi le gouvernement vient de reculer tout à fait provisoirement pour quelques mois n'est jamais que l'une des pièces de l'ensemble. Alors, Evelyne Josselin, on va faire réagir Yannick Moreau. Comment vous situez-vous, Yannick Moreau, par rapport à ces mouvements contestataires? On porte une analyse un peu sociologique ce matin qui semble échapper, c'est vrai, aussi bien le jour de colère que la manif pour tous semble échapper à des cadres institutionnels, y compris aux partis politiques existants. Et complètement. Et alors on demande à Yannick Moreau, Evelyne Josselin, je pose la question à Yannick Moreau et puis je vous laisse répondre juste après. Moi, je pense que pour défendre la famille et pour défendre les valeurs fondamentales de notre civilisation, on a besoin de tout le monde. Moi, je rentrerai pas dans les querelles de chapelle. Ce que je souhaite, simplement, c'est que on savoure avec lucidité la victoire de la manif pour tous de dimanche. Je pense que c'était manifestement la victoire d'une mobilisation familiale, populaire et pacifique qui a contredit dans les grandes largeurs le discours diabolisant du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Et sur cette capacité à capter la protestation, comment voyez-vous comment les choses vont-elles en quelque sorte se manifester au sens politique du terme? Est-ce qu'il y a un débouché politique pour ce type de protestation? Le débouché politique de ce type de protestation, quel qu'il soit, c'est l'engagement politique. C'est le fait que l'engagement, ça veut dire les partis. Ça veut dire que il faut dans notre système politique qui est ainsi fait, dans notre système institutionnel qui est ainsi fait, je ne crois pas malheureusement à l'émergence de solutions qui ne passent pas par les partis, puisque notre système est verrouillé sur les partis politiques. Vous avez vu, sur les causes environnementales, comme les ont promues par exemple Nicolas Hulot aux dernières présidentielles, il n'y a pas de salut en dehors des partis politiques, puisque en dehors des partis politiques et des candidats à la présidence de la République, vous n'avez pas la possibilité de changer l'avenir, de changer la France. Et donc il faut s'engager localement, dans sa famille, dans son quartier, dans son association, dans sa commune, en choisissant les bons élus au mois de mars, mais aussi nationalement. Et on s'engage nationalement en s'engageant localement, puisque ce sont les élus locaux qui finalement choisissent après les élus nationaux. Evelyne Josselin, on peut observer qu'en Europe, on assiste, aussi bien en Espagne qu'en France, dans les pays de tradition catholique, ou de ce qu'il reste de cette tradition catholique, à une résistance assez vive, peut-être plus forte qu'en terre protestante. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors détrompez-vous, les questions de valeurs, y compris de valeurs familiales, sont très importantes aussi dans les pays de confession protestante, et particulièrement aux États-Unis, où du reste il y a beaucoup de catholiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vient de dire Yannick Moreau, que je salue en tant que vendéenne. Merci. Eh bien, bonjour c'est toute la différence entre une droite molle qui accepte la dure condition d'être bloquée par un système verrouillé, et des gens qui véritablement veulent faire éclater ces verrous. Et faire éclater ces verrous, c'est pas forcément par la violence, c'est aussi par la persuasion, c'est aussi par l'insistance à répéter que ce qui se passe n'est pas bien. Et je pense que c'est là où il faudrait que quelqu'un de connu, par exemple quelqu'un comme Claude Goasguen, que j'ai vu hier soir et que je trouve très bien, pourquoi est-ce que une personnalité connue à droite ne prendrait-elle pas... Ne casse pas la baraque, quoi. Pour aller vite, ne casse pas la baraque, hein. Oui, bien entendu. Ne prendrait-elle pas ce mouvement, premièrement, au sérieux, et deuxièmement, ne le prendrait-elle pas en route pour pouvoir se poser en pole position pour 2017 comme une alternative crédible? Alors voilà, la question posée par Evelyne Josselin. Personnalité ou pas. Elle aurait le peuple français, c'est ça qui compte. Alors la réponse de Yannick Moreau, est-ce que justement on pourrait assister à l'émergence d'un nouveau parti? Pas un parti, une personnalité capable. Un petit parti en quelque sorte, Evelyne Josselin, une personnalité qui emmène le mouvement de la Manif pour tous notamment vers un horizon 2017. D'abord, je voulais dire que c'est la première fois qu'on me classait dans la catégorie de la droite molle, mais il faut un début à tout. C'est pas le sentiment que j'éprouve dans mon action politique et dans les actes et les votes que je. Mais c'est pas dirigé contre Yannick Moreau. Non, j'entends bien, mais c'est bien la première fois que je... Alors allez-y Yannick Moreau sur ce terrain-là, parce que moi, je crois qu'il y a un principe de réalité. Il y a un principe de réalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'élection qui détermine l'avenir de notre pays et de nos compatriotes, c'est l'élection présidentielle. Et que vous ne pouvez pas avoir un président de la République en dehors des partis,
c'est impossible. Et donc, on peut rêver de faire émerger une personnalité. Général de Gaulle. J'aime beaucoup Claude Goasguen, c'est pas le sujet. On a défilé ensemble dimanche à la manif. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réalité. La réalité, c'est que... Et si Nicolas Sarkozy revient, vous savez très bien qu'il va dynamiter sans doute l'UMP, qu'il va faire autre chose. Donc il va bien casser les partis. Mais vous savez que les élections présidentielles, malheureusement, c'est rarement le choix du cœur, c'est un choix par défaut. Est-ce que vous croyez que Nicolas Sarkozy aurait voté ces lois qui nous ont été imposées? Moi, j'en suis pas sûr. Alors, c'est jamais le verre est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Mais je crois qu'il faut être réaliste et pragmatique et se rendre compte que dans notre système institutionnel, qui est maintenant basé sur le quinquennat, l'élection fondatrice, c'est l'élection présidentielle, et qu'on ne parvient pas à porter ses idées en échappant aux partis politiques. Merci Evelyne Josselin d'avoir été avec nous ce matin. Petit parti à la reconquête de nos libertés, c'est l'Amérique. Vous êtes spécialiste des États-Unis, c'est aux éditions Jean Picolec. Alors, avec Yannick Moreau qui est avec nous, il nous reste à peu près 2 minutes. Je voulais poser une question sur l'engagement des chrétiens en politique. On assiste quand même à un éclatement. On ne sait pas trop où les situer, même à l'UMP ou en dehors de l'UMP. Il y a Christine Boutin, le PCD, des personnes qui se disent chrétiennes un petit peu partout. Est-ce qu'il y a besoin si je puis dire, de coaguler tout cela pour prendre une expression récente qui a caractérisé le jour de colère? Yannick Moreau. Chaque parlementaire et responsable public a ses convictions propres. Moi, chacun est libre de les exprimer ou pas. Moi, j'ai été élu, je suis catholique. J'ai été élu en affirmant mes convictions personnelles. Évidemment, une grande part de mes électeurs ne sont pas catholiques, mais ont respecté le fait que j'assume et que j'affirme mes convictions. J'aimerais, évidemment, je souhaiterais que la plupart des élus chrétiens et catholiques osent le dire. Je pense que les succès de la Manif pour tous et de la mobilisation depuis 1 an va provoquer ce genre de démarche de coming out catho dans la vie politique, et je pense que c'est sain. Mais ça passe aussi par le fait que la base politique, les militants, les adhérents, les sympathisants osent eux-mêmes affirmer leurs convictions et exigent de leurs élus des engagements dans ces domaines-là. Merci beaucoup Yannick Moreau, député de la Vendée Littorale, membre de l'entente parlementaire pour la famille, secrétaire national de l'UMP, et on retient votre conseil à François Hollande d'aller revoir le pape François, parce que vous avez lié, c'était au début de notre entretien, la décision du gouvernement à l'influence du pape François lors de la dernière rencontre entre les deux François précisément. Merci Yannick Moreau d'avoir été avec nous ce matin. Merci.